refuser ensemble une politique linguistique et culturelle impérialiste, capitaliste et hégémoniste, qui constitue une menace à la diversité linguistique mondiale en général et à la langue française et à la francophonie en particulier. Déclaration conjointe du Parti communiste du Québec et du pôle de renaissance communiste en France. Au Québec et en France, comme à l'échelle des 5 continents où le français constitue la langue maternelle des citoyens, c'est-à-dire dans nombre de pays d'Afrique, en Belgique francophone, en Suisse romande et dans le Val d'Aoste, où demeure au moins une de leurs langues de travail ou de référence, une politique linguistique impérialiste promouvant méthodiquement l'anglo-américain aux dépens du français et du fait francophone international est agressivement menée. Cette politique linguistique et culturelle hégémonique est arrogamment portée depuis des décennies par les États impérialistes anglo-saxons, de l'USA au Royaume-Uni en tête. Sur le vieux continent, cette stratégie politico-culturelle tendant à écarter le français et d'autres langues nationales en vue de leur substituer méthodiquement le tout anglais de l'euro-mondialisation néolibérale est cyniquement relayée par l'Union européenne qui est de plus en plus ouvertement soumise à l'OTAN et à sa ligne de maintien à tout prix de l'hégémonie planétaire de Washington. Cette orientation linguistique délétère vise aussi du reste l'usage de l'allemand en Allemagne et en Autriche, de l'italien en Italie et en Tessie, du polonais en Pologne, etc. Son but est d'instaurer à marche forcée, avec le soutien plus ou moins déclaré et complice des oligarchies financières mondiales, d'une large partie du grand patronat et de nombre de médias à leur solde, une langue unique mondiale de travail et d'échange. Sa généralisation et son officialisation, éventuellement couplées au basculement en cours des forces productives au tout numérique et à l'extension inconsidérée de l'intelligence artificielle, serait ravageuse, non seulement pour la culture, la souveraineté et l'existence nationale de nombre de peuples et de pays, non seulement pour la diversité ou pour le pluralisme linguistique indispensable au dynamisme culturel de l'humanité, mais pour l'ensemble des acquis sociaux et salariaux des travailleurs salariés ou non, artisans, pêcheurs, petits commerçants, petits et moyens paysans et éleveurs, de tous les pays. En effet, ceux-ci seraient, ou sont déjà pour une bonne part, contraints de travailler exclusivement dans la langue de l'impérialisme américain, quant à celles et à ceux qui la parlaient peu ou avec difficulté ou qui la prononceraient avec un accent par trop perceptible, les non-English mother tongue, ils seraient de fait mis à l'écart ou déclassés, en un mot, discriminés. À cela s'ajoute au Québec, comme dans les régions du Canada où subsistent des minorités francophones, une politique discriminatoire de longue durée contre les minorités francophones malmenées, affaiblies, quand ce n'est pas tout simplement anglicisé pour une bonne part, conséquence de plusieurs décennies de lois iniques, humiliantes, qui rendaient illégal l'enseignement du français. Ce fut le cas par exemple au Manitoba en 1916, et ce n'est qu'en 1976 que ne fut rétabli le statut de l'enseignement du français dans cette province, alors qu'une grande partie des franco-manitobains étaient passés entre-temps à l'anglais. Le même scénario, à quelques variantes près, se produisit ailleurs, notamment pour les peuples acadiens dans les provinces de l'Atlantique, les franco-ontariens, les francescois, etc. De tout cela, il reste encore des séquelles irréversibles quand ce n'est pas la perte de la langue. Et il en est de même aux États-Unis, notamment dans les États de Louisiane, où des milliers d'Acadiens furent déportés en 1755 lors du Grand Dérangement. De ces États du Midwest américain et de la Nouvelle-Angleterre, où des millions d'immigrants économiques canadiens-français, comme on disait à l'époque, se sont établis dès le 19e siècle. Tous ces Franco-Américains, pour une très grande majorité, ont perdu leur langue, y compris dans plusieurs cas leurs patronymes qui ont été anglicisés, les Boisverts devenant des Greenwood, les Lebrun des Brown, ainsi de suite. La volonté ancienne des élites anglophones du Canada, soutenue par leurs valets canadiens-français partisans du bon ententisme, ou tout simplement collaborateurs,
avec l'assentiment tacite et le soutien redoutable de Washington et de Londres, de déchoir le français et d'imposer leur langue, celle des maîtres, ont contribué à tenir en lisière le français et à minoriser le Québec, à neutraliser toute tentative québécoise de défendre efficacement le français, à maintenir et alourdir insidieusement des formes d'oppression nationale et linguistique. Cela ressemble d'une certaine façon au chauvinisme grand russe que décrivait Lénine en son temps. L'objectif étant, on l'aura compris aisément, d'en arriver à terme à l'assimilation pure et simple des ci-devant francophones en phagocytant culturellement et économiquement le Québec. D'autant plus que sur le plan international, ce dernier fait en effet figure d'obstacle tenace à la liquidation du français et de la francophonie internationale et que sa simple existence fait échec en pleine Amérique du Nord à la mise en place du grand marché transatlantique, linguistiquement désegmenté, se prêtant mieux encore qu'aujourd'hui à la mise en concurrence libre et non faussée des traités de libre-échange transatlantiques. En France même, les présidents euro-formatés qui se sont succédés depuis le départ de Jacques Chirac ont tous contribué à l'affaiblissement structurel du français. Ils ont tous insidieusement promu le basculement du pays au tout globish en ignorant l'article 2A de la Constitution française qui dispose que la langue de la République est le français et en fermant les yeux sur la loi qui stipule que le français est la langue de travail et d'échange et d'enseignement. Ces atteintes à l'officialité du français culminent avec Emmanuel Macron qui, en parfaite collusion avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, bloque tout effort pour faire de l'Organisation internationale de la francophonie un espace de résistance mondiale à l'uniformisation linguistique. Ajoutons qu'il est difficile de voir une forme d'émancipation anti-impérialiste dans la décision quasi simultanée prise par plusieurs gouvernements du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne de déclasser scolairement le français, héritier certes du colonialisme, fort heureusement déclinant et en crise, au profit d'un anglo-américain porté par un empire mondial belliciste, avide d'expansion tout azimut. Au bout du compte, cette politique revient à déshabiller Paul pour habiller Pierre, en ciblant, non sans raison, l'impérialisme déclinant pour mieux adouber l'impérialisme planétaire hégémonique. Quelques obstacles idéologiques à surmonter ensemble. De manière encore plus préoccupante, un certain gauchisme culturel de nature pseudo-internationaliste limite ou paralyse inégalement selon les pays la résistance des masses populaires et du mouvement ouvrier à l'alignement linguistique continental et mondial des peuples, certaines forces ayant intégré l'idée fausse que toute défense des caractéristiques nationales d'un peuple serait assimilable à une forme de chauvinisme xénophobe. Certes, le colonialisme français a pu naguère utiliser le français pour nier l'identité des peuples colonisés ou pour refouler les langues indigènes, ce que n'a nullement fait, soit dit en passant, l'URSS, appliquant la ligne linguistique léniniste dans ses 15 républiques constitutives en donnant un alphabet et une littérature à de nombreuses langues parlées sur le territoire de l'Union. Au Canada, le français a pu servir, comme l'anglais, à refouler les langues amérindiennes préexistantes, et il en a été de même en Afrique française. Il va de soi, qu'en tant qu'internationaliste, le PCQ et le PRCF se prononcent pour que toutes ces langues disposent de moyens étatiques importants pour retrouver leur dignité et leur dynamisme. Mais la dénonciation du colonialisme hérité du passé et ce survivant au présent sous forme de la France-Afrique néocoloniale, dont le recul au Mali et au Burkina Faso est une excellente chose, ne doit pas servir de prétexte pour justifier ou pour accompagner en silence l'entreprise culturelle néocoloniale d'envergure planétaire qui vise à soumettre désormais toutes les nations, toutes les langues, toutes les cultures existantes à une seule d'entre elles, celle qui émane de l'espace impérial hégémonique anglo-saxon et dont la domination en marche cherche encore à s'étendre et à s'intensifier au moyen d'une désegmentation sauvage et débridée de l'espace linguistique.
En effet, une telle désegmentation, affranchie de tout contrôle populaire et de tout mandat démocratique conféré par les peuples, n'aurait d'autre but que d'aggraver comme jamais la domination culturelle, commerciale, politique, voire militaire du capitalisme, de l'impérialisme et de l'hégémonisme. En un mot, la résistance au colonialisme d'hier ne peut servir à justifier la collaboration tacite, par omission, de certaines forces prétendument progressistes à l'hégémonisme planétaire d'aujourd'hui et de demain. Plus généralement, il ne faut pas davantage confondre le patriotisme populaire et démocratique avec le nationalisme xénophobe qu'il ne convient d'identifier le cosmopolisme capitaliste des chasseurs de profit avec la solidarité internationale des peuples et des travailleurs en lutte. C'est pourquoi nous, communistes français et québécois, appelons ensemble à une offensive linguistique de nature anti-impérialiste, anticapitaliste et anti-hégémonique. C'est d'autant plus nécessaire que les forces de droite, voire d'extrême droite, comme l'est en France le Rassemblement Les Pénistes, exploitent et dévoient les justes aspirations des peuples à défendre leur souveraineté et à parler fièrement leur propre langue maternelle pour en réalité encourager le racisme et la xénophobie, diviser la classe travailleuse sur des critères ethniques, tout en maintenant la France dans un carcan des institutions mortifères de la mondialisation capitaliste et euro-atlantiste. En outre, certains milieux politiques et syndicaux qui se réclament de la gauche sous-estiment les enjeux culturels du combat de classe et persistent malgré la réputation léniniste bien connue de l'économisme Menkiewicz et de la social-démocratie à cantonner la bataille socio-politique au seul terrain économique et social, en un mot, sur le terrain syndical. C'est ignorer l'appel de Lénine à investir l'ensemble des terrains sociétaux en mettant la classe ouvrière et son parti communiste au premier rang des luttes démocratiques et culturelles dont font partie la défense de la langue nationale et plus largement celle de la souveraineté nationale. Comme l'a en effet écrit Antonio Gramsci, le grand dirigeant communiste et antifasciste qui était d'ailleurs linguiste de formation. Je cite, « À chaque fois qu'effleure d'une manière ou d'une autre la question de la langue, cela signifie qu'une série d'autres problèmes est en train de s'imposer. La formation et l'élargissement de la classe dirigeante, la nécessité d'établir des rapports intimes entre les groupes dirigeants et les masses nationales populaires, c'est-à-dire de réorganiser l'hégémonie culturelle. Ce serait donc une faute opportuniste que d'abandonner à la partie nationale de la bourgeoisie d'un pays donné le rôle dirigeant dans la lutte culturelle, politique et linguistique. C'est à cette erreur que n'a nullement commis le Parti communiste français quand, par exemple, en pleine occupation allemande, il publiait sous la direction d'Elsa Triolet et de Louis Aragon la revue clandestine Les Lettres françaises. Des actes sociaux-politiques pour une possible contre-offensive culturelle commune. Plus que jamais, il faut donc lier les enjeux culturels et sociétaux de l'affrontement de classe avec les dimensions socio-économiques de la lutte. C'est du même mouvement que, dans leur course obsédante au profit maximal, le capital oligarchique s'en prend aux conquêtes sociales des travailleurs, aux services publics, à l'emploi industriel, halieutique et agricole national, et qu'il démolit aussi l'ensemble des repères linguistiques, historiques et culturels des peuples, car un peuple privé de sa langue et de sa mémoire n'est plus qu'une multitude avilie, sans défense, privé de dignité. C'est donc ensemble que notre classe, celle des travailleurs salariés, doit défendre l'ensemble de ses acquis, non pas pour rester figé sur eux, mais pour les étendre tout en défendant à l'échelle mondiale l'idée généreuse de nations souveraines, égales et fraternelles, partageant leur diversité culturelle pour construire une nouvelle société débarrassée de l'exploitation capitaliste et de l'oppression impérialiste, une société socialiste en marche vers le communisme. C'est également ensemble, si possible, sur le plan international, comme cette première déclaration émanant d'organisations communistes francophones s'y emploie modestement, qu'il faut réfléchir à une nouvelle conception de la francophonie, une conception franchement anticolonialiste, anti-impérialiste et faisant droit comme jamais au partage fraternel et à l'égalité de ce bien commun des peuples de la francophonie qu'est la langue française, que ces peuples vivant en Afrique, en Amérique, en Europe,
et ou en Océanie. Comment, par exemple, promouvoir l'ensemble de la chanson, la poésie, la littérature, la philosophie, le théâtre, le cinéma, la science, la technique, etc., d'expression française, en lien fécond avec les luttes sociales et culturelles, féministes, environnementales, civiques de nos peuples respectifs. C'est dans cet esprit qu'il importe de travailler dans les syndicats ouvriers, enseignants, étudiants, paysans, pour que grandisse la conscience socio-linguistique et socio-culturelle offensive qui permette aux travailleurs et à leurs organisations de classe de prendre la tête sans pour autant s'isoler d'autres secteurs non oligarchiques défenseurs de la culture nationale et de la langue française, de la bataille culturelle contre le basculement à la langue unique imposée par l'impérialisme états-unien en mal d'hégémonie pan-américain, pan-européen, pan-africain et si possible mondial. Cela implique aussi de tendre la main, dans un esprit de lutte et de résistance fraternelle commune aux peuples autochtones opprimés, là où il en existe, afin de rendre toute leur place à leur langue et à leur culture d'origine, mais aussi aux travailleurs issus de l'immigration. Il faut forcer les pays capitalistes d'accueil qui veut les surexploiter à enseigner dans ces écoles non seulement l'anglais et les autres langues européennes, comme c'est déjà le cas, mais les principales langues de l'immigration également. En conclusion, souvenons-nous que pour nous, marxistes-léninistes, la libre fusion des nations au sein d'une humanité communiste future, riche de sa diversité, ne signifiera en rien l'écrasement des petites nations ou moyennes, et avec elles, celui de leur langue et culture. Elle signifiera moins encore le triomphe d'une super nation, d'autant plus oppressive qu'elle aura réduit toutes les autres par les armes ou par l'hypocritement par ce que ses admirateurs nomment le soft power, à l'impuissance et à l'état définitif de subalterne. Non sans ouvrir la voie de manière compensatoire à de terribles contre-attaques xénophobes, racistes et fascisantes, car il n'est jamais anodin de priver les peuples de leur langue, c'est-à-dire de la libre accès à la parole collective. Bref, pour pastiger l'écrivain italien Umberto Eco, la langue du monde à venir ne saurait être la langue de tout globiche du grand marché capitaliste imposé par la guerre, par le conditionnement scolaire ou par le harcèlement médiatique incessant, mais la traduction. Ce qui passera notamment par la capacité de chaque humain de parler plusieurs langues sans sacrifier la sienne, à 100 lieues de toutes les langues uniques imposées, fût-ce bien évidemment le tout français.